Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où vous allez trouver des vidéos un peu dans les conditions du live jusqu'à ce que mes conditions techniques me permettent de live. Donc considérez déjà que ce sont comme des replays de live. Sur cette chaîne pour l'instant il n'y a que des shorts, donc des shorts qui parlent de cinéma parce que ici on va beaucoup parler de cinéma et de culture. Euh, et c'est pas exclu qu'on parle de d'autres trucs, qu'on fasse des trucs avec des gens, mais bref, on n'est pas là pour présenter la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un react, et en l'occurrence, on fait un react d'une vidéo qui est pour moi une très bonne entrée en matière de la cinéphilie. Une très bonne entrée en matière de la cinéphilie. Cette vidéo, c'est la vidéo de The Great Review, youtubeur très connu. Vous pouvez voir que la vidéo a 1,7 million de vues, donc on n'est pas évidemment sur un illustre inconnu. Cette vidéo s'appelle C'est quoi un bon film? Et pour moi, c'est une bonne vulgarisation de la cinéphilie, de ce que ça implique, on va dire, socialement, culturellement, la cinéphilie. Et, euh, et en fait, c'est une vidéo qui me manquait quand j'étais au lycée et que je parlais avec des profs qui voulaient m'inculquer la cinéphilie et avec lesquels j'étais pas d'accord sur certaines choses. Donc, euh, j'ai plein de choses à dire sur cette vidéo, mais on va commencer à la regarder et au fur et à mesure, je vais un peu apporter les éléments que j'ai envie de commenter. Sachant qu'il y a aussi des limites, cette vidéo elle n'est pas parfaite. Il y a certaines choses qu'il peut avoir tendance à prendre des raccourcis Mario Kart pour être plus efficace dans sa narration. Mais ça va être aussi intéressant d'en parler. Donc allons-y. C'est quoi votre film préféré? Quand j'ai demandé à ma mère, c'était In the Mood for Love de Wong Kar-wai, avec comme très bon argument que tout est beau dans ce film. Quand j'ai demandé à mon prof de français du lycée, il m'avait répondu un des Lars von Trier. Je sais plus exactement lequel, mais l'explication c'est forcément qu'il aime être malheureux. Et moi c'est Pacific Rim. Première chose intéressante, dès l'intro, et c'est là où le lycéen que j'étais aurait été hooked immédiatement, c'est parce que il cite donc le film préféré de sa maman, de son prof du lycée, et ensuite le sien. Et le film de sa maman, c'est In the Mood for Love de Wong Kar-wai, et le réalisateur préféré de son prof du lycée, c'est Lars von Trier. On est là sur de la culture légitime. Et la notion de culture légitime, c'est hyper important dans la cinéphilie parce qu'il y a vachement de mépris, en fait, de mépris de certains envers d'autres, et notamment du coup de gens qui vont se définir comme des vrais cinéphiles, entre guillemets, envers d'autres qui pourtant ont maté tout autant de films, mais pas les mêmes. Et donc cette notion de culture légitime, elle est très importante, elle était très importante pour moi quand j'étais au lycée. Et lui, il dit Pacific Rim, qui est du coup un film d'action avec des gros monstres, duquel la plupart des gens, même les cinéphiles que ça n'intéresse pas, sont d'accord pour dire que c'est très bien fait, parce que Pacific Rim, c'est très bien fait. Euh, et aussi parce que Guillermo del Toro, c'est quand même quelqu'un d'assez légitime, donc il y a quand même son aura qui fait que c'est un film avec des gros monstres, mais de del Toro, ça va. Mais quand même, c'est quand même un film d'action hyper bourrin, très spectaculaire, et qui est pas là pour nous faire en priorité réfléchir ou expérimenter l'art, qui est là en priorité pour que des gros monstres se tapent sur la gueule et que ce soit jouissif. Et donc, le petit moi de 17 ans qui est au lycée et qui a des profs en option cinéma qui lui expliquent que les films qu'il aime, enfin que moi j'aime, c'est débile, et que les films qu'il faut aimer, c'est des films chiants, était très énervé. Voilà. Donc ça pose déjà la notion de culture légitime. Waouh. Avant même qu'elle dise son nom. Désolé pour le micro. D'ailleurs, lui, il parlera pas de culture légitime. C'est pas son sujet. Mais vous allez voir qu'on va aller un peu dans cette direction quand même. Il y a des robots qui mettent des pains et des dinosaures, je pense pas avoir besoin de me justifier plus que ça. Tiens, laissez-moi vous mettre le thème absolument hors du commun de cet incroyable film, juste assez longtemps pour que je me fasse pas démonétiser. On fait pas démonétiser. Quand on demande aux critiques Vilain. sérieux, les gens dont c'est le job,
Une fois sur deux, ils répondent pas Pacific Rim. Une fois sur deux, la réponse c'est Citizen Kane. Voilà, les gens sérieux, les gens dont c'est le job, il y a tout ce truc, tu vois, où les critiques, ils ont une aura, et c'est eux qui savent c'est quoi le bon goût. Euh, et lui, il va pas questionner cette notion de bon goût, il va plutôt questionner pourquoi c'est les vieux films qui sont légitimes, et il va donner une réponse qui m'intéresse, mais il y a quand même ce truc en filigrane, quoi. Le côté, bah en fait, il y a certains films qui sont légitimes et pas d'autres. Ok, laissez-moi vous raconter Dont pourquoi je Citizen m'intéresse Kane. à Citizen Kane. Ça fait très longtemps que j'entends dire que c'est le meilleur film du monde. Alors je me dis, qui dit que c'est le meilleur film du monde? Je commence à chercher, je tombe sur ça. Le top 100 des meilleurs films de tous les temps par Sight and Sound, qui est apparemment un magazine extrêmement respecté. Une fois tous les 10 ans, ils font un énorme sondage avec des centaines de professionnels du monde du cinéma et des centaines de réalisateurs. Et donc une fois tous les 10 ans, ils mettent à jour le top 100 des meilleurs films du monde. Et en effet, qu'est-ce que je vois? Pendant 50 ans, Citizen Kane est resté en haut. Donc il a traversé 5 sondages. Et il s'est juste récemment fait détrôner par Vertigo et il est tombé deuxième. Je vois ça, je me dis, ok, puisqu'aimer un film, c'est entièrement subjectif, comment vous faites cette liste? Et je savais pas qu'il y avait un critère objectif de ce qu'est un bon film, je savais pas que Vertigo et Citizen Kane l'avaient plus que les autres. Là, lui, il amène la notion d'objectivité et de subjectivité. C'est très intéressant parce que effectivement, quand on parle avec quelqu'un qui n'est pas passionné de cinéma, qui n'est pas forcément dans une érudition de connaissances du cinéma, et qui juste regarde des films pour le kiff, parce que c'est ce que font la plupart des gens, euh, et il y a cette notion-là qui arrive souvent, de relativisme absolu, de dire que c'est les goûts et les couleurs, finalement. Et que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Pour moi, c'est une phrase extrêmement bête, que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Désolé si vous avez déjà dit cette phrase. Pour moi, c'est l'inverse, en fait. Au contraire, c'est exactement de ça dont on veut parler quand on est passionné par un truc. Euh, En tout cas, dans le domaine de l'art, parce que dans la science, il y a peut-être moins une question de goût et de couleur, par exemple, mais dans l'art, on ne fait que ça, en fait, parler des goûts et des couleurs. C'est notre seul sujet. Et, euh, et donc, malgré tout, ça n'est jamais que les goûts et les couleurs. Euh, Parce que quand on s'y connaît plus, on a une meilleure vision globale. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire des conneries. Je pense que les critiques de cinéma sont aussi ceux qui disent le plus de conneries parce que c'est ceux qui parlent le plus de cinéma. Et donc c'est dur des fois d'être pertinent dans l'immédiateté d'une sortie, d'un festival ou quoi. Et donc on va parler trop vite d'un film. Je vais m'inclure dedans parce que du coup je fais des podcasts de critique aussi. On sort d'un film, d'une séance et on va avoir un avis tout de suite sur le film et en fait après 6 mois on se dira putain j'ai dit de la merde, en fait c'est exactement l'inverse que je pense maintenant. Et voilà. Mais donc les goûts et les couleurs ça se discute et aimer un film c'est entièrement subjectif, le fait d'aimer un film. Par contre, juger un film, ce que font aussi les critiques, ça n'est pas entièrement subjectif. Il y a des choses qui sont factuelles. C'est-à-dire, par exemple, si il y a un plan dans lequel le point, donc la mise au point est faite sur un élément et pas sur un autre, et que par exemple c'est l'élément au premier plan qui est flou, et ben objectivement il est flou. Après on peut discuter de l'intention, est-ce que le réalisateur il a fait ça exprès pour déstabiliser le spectateur, ou est-ce que c'est une erreur de mise au point. Bon, mauvais exemple parce qu'une erreur aussi grossière elle serait pas gardée au montage, mais dans l'idée c'est pour vous donner un exemple grossier et facile à comprendre. On peut discuter de l'intention, on peut pas discuter de ce qui est devant nous. Donc il y a des choses qui sont objectives. Et aussi, il y a la connaissance du spectateur qui peut complètement changer la vision et l'interprétation qu'on va faire d'un film. Et, et en fait, il y a plein de ces éléments-là qui sont, comment dire, qui font que tous les spectateurs se valent pas, et c'est pas grave.
un critique va avoir plus de légitimité, entre guillemets, à juger un film, mais deux critiques entre eux vont dire des choses très différentes. Et on va développer un peu plus après, parce que là, je suis en train de mettre un tunnel à 1 minute 28 de vidéo. Du coup, j'ai fait le seul truc à peu près raisonnable à faire, j'ai commencé à regarder les films. Et j'ai vu Citizen Kane nous expliquer dès sa première scène que ça va parler de quelqu'un d'extrêmement riche. Mais il nous le dit pas. Enfin, il pourrait envoyer un acteur dire « Oh là là, Monsieur Kane est l'un des citoyens les plus riches du pays ». À la place, qu'est-ce qu'ils Je vais font ? chercher à Ils boire. font des fondus très lents. On voit toujours la baraque de Kane, plus son parc, plus sa rivière, plus ses bateaux, plus son zoo, jusqu'à ce que le spectateur active son cerveau et se dise tout seul « Oh mon Dieu, Active ton cerveau, ce mec a spectateur. tellement de thunes que c'est impossible de faire tenir tout ce qu'il possède en une image. » J'ai continué la liste, j'ai vu The Searchers où on te fait comprendre très clairement à l'image qu'il y a deux mondes. Celui moderne des colons et celui sauvage de l'Ouest américain, c'est l'intérieur et c'est l'extérieur. Et le héros, qui vient pourtant de sauver tout le monde, qui serait accepté par tout le monde, qui pourrait vivre avec les colons, on te fait comprendre à quel monde il appartient. Mais on te le dit pas à l'oral, juste, on te le montre. Petite pause aussi pour vous dire que du coup le sujet principal de la vidéo ça va être cette liste dont il a parlé de Sight and Sound, de pourquoi certains films y sont, pourquoi certains films y sont pas, de dégager un truc de forme d'objectivité de comment on juge les films et ce serait quoi le meilleur film du monde dans l'absolu. Et donc dans cette liste, il n'y a que de la culture légitime, clairement. Là c'est John Ford, juste avant c'était Citizen Kane, donc Orson Welles. Tous ces trucs, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est de la culture légitime en barre, et que dans la cinéphilie, c'est ce qu'on appelle les grands classiques. Sur la liste Sight and Sound, en tout cas celle qu'il prend pour exemple dans sa vidéo, parce que maintenant elle a beaucoup évolué, il n'y avait que des grands classiques absolus. Et en fait, figurez-vous, parce que là on va la voir maintenant, que cette liste a pas mal changé. Ils l'ont rallongée, énormément rallongée. Et maintenant, il y a un peu d'autres trucs dedans. Alors, pourquoi ils l'ont rallongé ? Je pense qu'ils voulaient être... comment dire ? Ils voulaient brasser plus large, parce qu'en fait, il y a certaines choses qui avaient été mises de côté par méconnaissance. Et notamment, le numéro 1, vous verrez que c'est un film belge et français, qui s'appelle Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Ce film-là, pendant 50 ans, c'était Citizen Kane qui était premier, mais Jeanne Dielman n'était même pas dans la liste. Et maintenant, il est passé premier. Parce qu'en fait, c'est un film qui était passé sous les radars. Et qui, pourtant, est considérable, en tout cas par des critiques érudites, comme potentiellement le meilleur film du monde. Donc, c'est assez ouf. Dans le cas de Jeanne Dielman, c'est parce que c'est une réalisatrice et que les femmes ont été énormément invisibilisées, et qu'en plus ça parle de l'aliénation de la condition de la femme et tout ça, donc des sujets dont les critiques masculins standards se souciaient peut-être moins que Citizen Kane, qui a posé les couilles sur la table de la mise en scène dans les années 40. Mais voilà, il y a énormément de films qui se sont rajoutés, et y compris aussi des films plus récents. Là, vous voyez par exemple, il y a un film de Claire Denis, de 1998. Alors, Claire Denis, moi je connais pas, donc j'ai pas vu ce film-là, et je sais pas de quoi il parle, mais déjà, vous voyez qu'ils ont rajouté pas mal de femmes et de cinéma féminin. Je pense qu'il n'y a pas que ça d'ailleurs. Je pense qu'il y a aussi d'autres types de sujets, d'autres nationalités qui ont été rajoutées, parce qu'il y avait énormément de cinéma américain, forcément. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de cinéma français maintenant aussi. Du Agnès Varda, du Jean Renoir. Toujours très culture légitime, et voilà. Là, il y a du cinéma... alors, Ingmar Bergman, j'ai oublié sa nationalité, mais c'est de la Scandinavie, ça doit être Suède, si je dis pas... Oui, c'est marqué, en fait. C'est juste écrit. Abbas Kiarostami, c'est Iran. Kurosawa, il y en avait déjà. Les Américains connaissent bien Kurosawa, mais vous voyez, par exemple, il n'y avait pas de cinéma iranien avant. Donc voilà.
juste pour dire que du coup, comment dire, la liste dont parle The Great Review, c'est la liste d'avant, le nouveau sondage, et que le nouveau sondage, il fait plus 100 films, il en fait 250, et qu'il y a plein d'autres trucs dedans. Donc, voilà, on voit un peu plus large que on voyait dans cette vidéo. Et c'est aussi pour montrer d'ailleurs, c'est ça où je voulais en venir avec la culture légitime, que des choses comme Jeanne Dillman ou les films de Abbas Kiarostami n'étaient pas de la culture légitime et sont en train de le devenir. Ça, du cinéma, on va dire, militant féministe. Je sais pas si c'était militant Chantal Akerman, mais du cinéma féministe expérimental et du cinéma iranien, je sais pas si c'est expérimental Kiarostami, mais très austère, sont en train avec les années de devenir de la culture légitime et donc de rentrer dans ces listes comme des films aussi importants que Citizen Kane, que The Searchers, etc. J'ai vu Casablanca, dans lequel nos deux héros ont tué un officier nazi pendant l'occupation et donc ils vont devoir disparaître, ils vont devoir partir loin en voyage. Et c'est déjà dit à la fin du film. C'est déjà dit à la fin du film parce qu'en marchant dans la brume de l'aéroport avec les lumières de l'aéroport qui font comme des étoiles au loin, c'est comme s'ils étaient déjà dans les nuages. Parce que quand t'es très très fort, non seulement ton image elle parle, mais en plus elle est magnifique. Surtout, et ce sera mon dernier exemple parce que c'est le plus parlant et le plus beau que j'ai trouvé dans cette liste, j'ai vu City Lights. City Lights, ok. Chaplin tombe amoureux d'une jeune fille qui est aveugle et qui vend des fleurs. Et elle, comme elle est aveugle, elle se rend pas compte. Tout à l'heure, j'ai parlé de moi quand j'étais lycéen et de mon rapport au professeur qui m'expliquait ce qui était de la vraie cinéphilie et ce qui n'en était pas. Comme tout ado de 16 ans, j'étais fan de Tarantino et mes profs chiaient sur Tarantino, entre autres exemples. Bon, maintenant je suis moins fan qu'avant de Tarantino, mais c'est un autre débat pour un autre jour. En fait, les profs, eux, me faisaient bouffer de la culture légitime. Notamment, si on va dans la liste, alors, je sais pas à quelle place ils seront, mais il y avait notamment des films de la Nouvelle Vague. Cléo de 5 à 7, ça fait partie de la Nouvelle Vague, mais c'est pas ça que je pensais exactement. Plutôt des trucs comme À bout de souffle, vous voyez, du Jean-Luc Godard, du François Truffaut, du néoréalisme italien aussi. J'en ai bouffé pas mal. Donc Le voleur de bicyclette, c'est le plus connu. Les traductions sont pas bonnes parce que c'est la traduction de Google Translate. Mais voilà, Le Mépris par exemple. Typiquement, ce film-là, c'est des trucs que mes profs me faisaient mater. Ils disaient ça, c'est du grand cinéma. Et bah, un des reproches que j'avais à faire à ces profs, mais j'arrivais pas forcément à le formuler comme ça quand j'étais ado, c'est que la Nouvelle Vague française, par exemple, c'est du grand cinéma, au sens où ça a marqué l'histoire du cinéma, et ça a changé la forme du cinéma à jamais. C'est ce qu'on verra dans la vidéo de The Great Review, dans C'est quoi un grand film, c'est notamment un des critères, c'est ça a révolutionné la forme artistique pour tout le monde. Mais en l'occurrence, c'est du grand cinéma qui n'est pas accessible du tout. Vous montrez un film de Jean-Luc Godard à n'importe qui n'a vu que des films classiques et accessibles, il va détester le moment qu'il va passer. Et un lycéen qui met un premier pied dans la cinéphilie sans vraiment avoir de clé et sans que ses parents lui aient montré des trucs variés quand il était petit, il va vraiment pas comprendre sa vie en fait en regardant un film comme Le Mépris, notamment parce que c'est des prises de son directes et que du coup le son est vraiment insupportable à entendre, c'est vraiment assez horrible, surtout les prises de son direct des années 60. Mais il y a tout un tas de raisons qui font que des films comme ceux de la Nouvelle Vague par exemple sont pas du tout accessibles pour un cinéphile débutant, un cinéphile aspirant. Et moi c'était mon problème. Et pourquoi je pense à ça maintenant dans la vidéo, c'est parce que là, Augustin, The Great Review, nous parle de City Lights de Charlie Chaplin. Pour moi, Charlie Chaplin est un très bon exemple de plutôt ce qu'il faudrait montrer. Chaplin, c'est très accessible, c'est du patrimoine, ça a marqué l'histoire du cinéma, etc.
mais c'est très accessible. Pour ce qui est de ces films totalement muets, d'ailleurs, les enfants en général adorent Chaplin. Et moi, quand j'étais petit, on me montrait du Chaplin parce que c'est universel comme humour. Et en plus, quand t'es petit, tu rigoles, et puis quand t'es plus grand, tu pleures parce que c'est aussi très émouvant. Mais c'est vraiment hyper accessible, c'est du patrimoine hyper accessible. Il faut faire le tri, je pense, quand tu montres à des ados qui commencent à s'intéresser au cinéma. Faut pas leur montrer n'importe quoi en disant ça c'est un chef-d'œuvre. Parce que on m'a montré des trucs pas du tout accessibles à l'âge que j'avais et ça m'a rejeté, ça m'a repoussé. Il y a certains types de cinéma que je refusais de voir à cause de ça. Et typiquement, du Godard, on m'a montré du Alain Cavalier. Si vous voyez ce que c'est du Alain Cavalier, c'est compliqué à se bouffer quand on a 16-17 ans. Et voilà, et moi c'est un de mes messages en fait pour transmettre la cinéphilie, c'est d'abord regarder ce que la personne aime et aller dans son sens et lui montrer pas tout de suite des trucs qui vont radicalement à l'opposé de ce qu'il regarde. Ça va pas marcher en fait. C'est comme si tu dis quelqu'un qui s'intéresse un peu à la musique mais n'écoute que du rap, tu vas lui faire écouter du Beethoven. En fait, ça a tellement rien à voir. Peut-être il reconnaîtra des samples, cela dit, parce que les samples de musique classique, mais ça a tellement rien à voir que le choc va être probablement trop brutal en fait. Et alors que si en partant du rap tu remontes à la funk, à la soul, à des genres un peu cousins, tu pourras beaucoup plus trouver des connivences et éveiller sa curiosité. Bon voilà, je développerai ce truc, mais dans l'idée, Chaplin c'est très accessible à montrer. Hitchcock aussi, parce que Hitchcock est un peu le créateur de la notion de suspense telle qu'on l'envisage dans le cinéma moderne. Et donc, c'est hyper accrocheur. Donc voilà, montrer du Hitchcock, montrer du Chaplin, montrer peut-être pas du Godard à quelqu'un qui veut commencer à s'intéresser au patrimoine cinématographique. Il est pauvre alors que c'est le personnage de Chaplin, il a pas une thune. Elle imagine que c'est un gentleman et qu'il a beaucoup d'argent et lui, comme il est amoureux d'elle, il ose jamais lui dire la vérité. Il y a tout le film qui s'écoule, il y a tout plein de péripéties et à un moment, Chaplin arrive à mettre la main sur de l'argent et il l'utilise pour envoyer la jeune fille se faire soigner en Europe. Puis il se fait arrêter par les flics qui pensent qu'il a volé cet argent et beaucoup plus tard, quand il sort de prison, c'est la dernière scène du film, elle est incroyable, elle est incroyable. Il est dans la rue, il est tout seul, il est pauvre en plus. Ce film, c'est Love is Blind ou quoi ? Il a passé du temps en tôle et il tombe nez à nez avec la jeune fille qui est soignée, qui voit à nouveau et qui maintenant travaille dans une boutique de fleurs. Et lui, il sait qui elle est. Mais elle sait pas qui il est. Elle l'a jamais vu. Putain, c'est beau. Comme il fait infiniment de la peine, elle lui offre une fleur. Et le truc, c'est qu'elle a été aveugle toute sa vie. Elle peut reconnaître les gens juste en les touchant. Ah, c'est vraiment une très belle scène. Ce sourire de Chaplin, il a fait pleurer toute l'Amérique, il a fait pleurer le monde entier. C'est considéré par tout un tas de gens comme la fin la plus élégante de l'histoire du cinéma. Parce que il n'y a pas 30 minutes de retrouvailles larmoyantes, il y a les juste noms toutes des les émotions films, du monde sur le visage de Chaplin. Soulagement, amour, bonheur, claque et on cut. Mais en vrai, c'est pas parce que c'est une jolie scène que je vous la montre. Je vous la montre parce que c'est impossible à traduire en livre. C'est impossible de décrire ça à la radio, même au théâtre. Au théâtre, ça marcherait pas. Essaye de lire toutes ces émotions depuis le fond de ton siège à 30 mètres de distance. Ça marche parce que la caméra est à 20 cm de sa tronche. C'est un pur instant de cinéma. Aussi, vous montrer ça vient de me coûter la démonétisation de la vidéo, mais c'était vraiment un cool exemple. Et vous commencez à voir où je veux en venir avec ma liste et tous mes exemples. C'est uniquement des films où l'image parle énormément, au moins autant que les acteurs, parfois plus que les acteurs. Et c'est pas bête. Si tu t'infliges d'essayer de créer une liste à peu près objective des 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma, pourquoi pas mettre en avant les œuvres qui montrent ce qui démarque le cinéma des autres arts ? Je pense honnêtement que c'est pas une liste de qui a la meilleure histoire, juste une liste. Pause. Il parle de ce qui démarque le cinéma des autres arts. Cette notion, elle est connue et elle est discutée. Ça s'appelle la spécificité du médium. Ça s'appelle la spécificité du médium et donc ça a ses limites.
ça a ses limites, mais dans l'idée, c'est de dire que tu es un bon film parce que tu fais des trucs qu'on ne peut faire qu'au cinéma. Euh, et c'est pareil avec tous les autres arts. Je comprends qu'on mette ça en avant. Pour moi, ça ne... comment dire? Ça n'est pas quelque chose d'absolu. C'est-à-dire que, pour moi, un film qui a un bon scénario et une mise en scène très fonctionnelle peut quand même être qualifié de bon film, contrairement à ce que lui va dire là. Par contre, effectivement, si tu veux aller dans les chefs-d'œuvre, si tu veux aller dans les films qui marquent l'histoire du cinéma, là je suis d'accord avec lui. Un film, un bon film, plutôt un grand film qu'un bon film, c'est un film qui fait un truc qu'on ne peut faire qu'au cinéma et qui en plus le révolutionne. Voilà. De qui est plus fort en narration visuelle. C'est peut-être juste mes goûts, et peut-être qu'on me dirait que je suis délu, peut-être qu'on me dirait Augustin, t'es extrêmement réducteur, un film c'est aussi son écriture, gna gna gna. Je pense pas, honnêtement je pense pas. En tout cas pas si tu fais spécifiquement la liste des 100 meilleurs films de tous les temps. Parce que toutes ces techniques pour parler visuellement là, quand on le fait en passant d'une image à l'autre, Attendez. on appelle ça... Vous voyez que quand il a refilmé la liste, il y avait déjà des changements et que on avait déjà Jeanne Dillman qui était passé premier. Mais dans l'écriture de sa vidéo, il dit que Jeanne Dillman, enfin il parle pas de Jeanne Dillman, il dit que c'est Vertigo qui est premier. Donc, et on voit le film de Claire Denis. Donc on voit que entre ces différentes prises de vue, il y a eu l'actualisation de la liste. les temps. Parce que toutes ces techniques pour parler visuellement là, quand on le fait en passant d'une image à l'autre, on appelle ça du montage. Quand on le fait en composant une image très très bien, on appelle ça de la mise en scène. Mais comment ça s'appelle l'ensemble? Est-ce qu'il y a un nom général pour toutes ces techniques pour parler visuellement? J'ai cherché et je trouvais pas. Et j'ai trouvé des gens qui avaient des petits noms pour ça. Scorsese, il appelle ça la poésie du cinéma. Bazin, il appelle ça le langage du cinéma. Mais tout le monde y va de sa petite formule poétique parce que personne sait vraiment comment ça s'appelle. Et c'est parce que c'est quelque chose de tellement fondamental, de tellement essentiel, que personne n'a même pensé à lui filer un nom, parce qu'il en a déjà, c'est juste du cinéma. Le sous-entendu, c'est que c'est du cinéma. Et le sous-entendu nettement plus brutal, c'est qu'un film qui ferait pas d'effort là-dedans serait pas vraiment du cinéma. Every Frame a Painting, l'incroyable chaîne YouTube qui malheureusement... C'est là où ça fait un peu Cool Kids hot take. C'est et en même temps c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui disent vraiment ça. C'est que du coup il y a le vrai cinéma, il y a le pas vrai cinéma. C'est si tu pousses un peu la réflexion. Et donc c'est pour ça que parfois vous pouvez tomber sur des gens un peu pédants qui s'y connaissent en cinéma et qui vont dire ouais ça c'est pas du cinéma. Notamment la fameuse phrase de Scorsese. Attendez, je vais retrouver ça. Il y avait Scorsese à un moment donné qui avait parlé des films Marvel et qui avait dit que c'était pas des vrais films. Scorsese, film Marvel. Nanana. Un article de Écran Large, les copains d'Écran Large. Voilà. Donc, le cinéaste a assuré que les films Marvel n'étaient pas du cinéma, se montrant particulièrement hostiles aux productions du studio, qualifiant leur long métrage de parc d'attractions. Et il y a plein de gens qui se sont offusqués de ça. Est-ce qu'il en a rajouté? Voilà, le danger, c'est ce que ça fait à notre culture, parce qu'il va y avoir des générations qui ont pensé que les films, c'est seulement ça. Ils le pensent déjà. Cela signifie que nous devons nous battre encore plus. Cela doit venir des cinéastes eux-mêmes. Et vous voyez... Et vous aurez les frères Safdie et vous aurez Christopher Nolan. Vous voyez ce que je veux dire? Frappez-les de tous les côtés, n'abandonnez pas. Voyons voir ce que vous avez dans le ventre, réinventez, ne vous plaignez pas. Mais c'est vrai, il faut sauver le cinéma. Alors, il y a un élan assez réactionnaire dans ce que dit Martin Scorsese, mais le fond de son propos, je le comprends. Et en fait, le fond de son propos, c'est d'être contre une forme de comment dire, de relativisme absolu, et de dire que tout se vaut. Pour autant, pour moi, c'est trop cool kid hot take de dire c'est pas du cinéma, parce que objectivement, si. Un film Marvel, c'est autant du cinéma que Citizen Kane, parce que dans les deux cas, ce sont des images en mouvement, c'est un montage avec un langage visuel qui raconte une histoire. Donc de façon factuelle et objective, si on veut être objectif, c'est tout autant du cinéma.
Après, c'est si tu creuses, tu vois, tu peux dire c'est du cinéma de différentes qualités, du cinéma de différentes époques, qui n'a pas le même but, qui n'a pas le même niveau d'ambition non plus. Marvel, ça prétend pas réinventer quoi que ce soit. Alors, à leur début, ils ont réinventé la saga cinématographique, genre le format cinéma, en le rapprochant d'ailleurs plus du format série. Mais n'importe quel film Marvel n'a pas du tout l'ambition qu'ont d'autres films à d'autres époques. Euh, mais par contre, dire c'est pas du cinéma, c'est du mépris. C'est du mépris. Et moi, je pense que c'est un truc qui pouvait énerver le fameux lycéen que j'étais. Qu'on me dise, ça c'est nettement supérieur à ça. Ça c'est du cinéma, ça n'en est pas. Je me souviens notamment que j'étais allé à un festival avec ma classe et qu'on avait vu 2 films. Il y en a un qui m'avait un peu emmerdé et l'autre qui m'avait beaucoup plu. Et le prof, en revenant dans la classe, avait dit tel truc, celui qui m'avait emmerdé, était nettement supérieur à l'autre. Et en fait, il a commencé la discussion post-festival en disant on est d'accord que ça, c'était nettement supérieur à ça. Il l'a posé comme une affirmation, c'était pas pour ouvrir le débat. Donc, de base, les gens comme moi qui avaient préféré l'autre film étaient exclus du débat dès l'entrée parce que on n'était pas légitime à dire l'inverse. Parce qu'il y en a un, c'était une bête comédie contemporaine, et que l'autre, c'était un film d'auteur un peu plus vieux, qui parle de sujets plus sérieux et plus sociaux. Et donc, il y en a un qui était nettement supérieur à l'autre d'entrée de jeu. Voilà. Pour moi, ce genre de phrase, ça, c'est pas du cinéma. Faut arrêter, parce qu'en fait, ça crée plus de confusion qu'autre chose. Quand on dit c'est pas du cinéma, ce qu'on veut dire, en fait, en réalité, c'est que c'est pas autant du cinéma, ou alors que c'est pas un cinéma de même ambition, de même qualité. On peut préciser le terme, mais juste dire c'est pas du cinéma, en réalité c'est juste du rage bait. Si on creuse, c'est juste du rage bait pour taunt les gens. C'est pas ça que ça veut dire en réalité. Upload plus depuis des années. Il avait sorti un jour une vidéo Incroyable chaîne YouTube, Every Frame a Painting. Incroyable chaîne YouTube. qui disait ok, toutes ces comédies américaines éclatées là, où tout le monde est tout le temps filmé pareil, où l'image sert à rien, où tout le film c'est les blagues des acteurs, arrêtez d'appeler ça des films. C'est du jeu d'acteurs filmé. Appelez ça du jeu d'acteurs filmé si vous voulez. Appelez pas ça des films. Bon, donc là, il fait un peu comme ce que je viens de faire avec Marvel et il prend les comédies américaines. Il va être de bonne foi quand même, parce qu'il va aussi prendre un film qu'il aime. Bien d'accord, il est pas en train de s'énerver sur Very Bad Trip parce que le film est un petit peu bébête. Il est en train de s'énerver sur Very Bad Trip parce qu'on aurait 95% de la substance du film si on l'écoutait à la radio. Et comme c'est vrai que c'est un petit peu facile de taper sur les comédies américaines, je peux faire la même avec un film que j'aime et qui est beaucoup plus sérieux. Je kiffe Margin Call. Tiens. Je kiffe Margin Call, c'est sûr. Une bande de banquiers qui se rendent compte que la crise économique arrive et qui préparent un plan pour sacrifier le reste du monde à leur place. C'est fascinant. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Si on m'avait demandé « Oh, Augustin, Margin Call, est-ce que c'est un bon film ?» J'aurais répondu oui. Parce que pour les gens normaux comme vous et moi, qui réfléchissons pas à c'est quoi l'essence du cinéma, un bon film, c'est juste un film devant lequel on a passé un bon moment. Ça ne veut rien dire, il n'y a pas de critère objectif. Mais la vérité, c'est que visuellement, il se passe rien dans Margin Call. C'est 2 heures de gens filmés tout le temps pareil, qui discutent dans des salles de réunion, et donc même s'il était 10 fois plus passionnant qu'il ne l'est déjà, il atterrirait jamais sur la liste. Parce que la liste dit... les amis, tous les Very Bad Trip et Margin Call de la planète sont probablement de super histoires, mais vraiment ça fait 20 000 ans qu'on sait écrire de belles histoires. Nous on est amoureux spécifiquement des œuvres qui utilisent ce qu'on a gagné le jour où quelqu'un a trouvé comment imprimer de la lumière sur du film. Bon, c'est marrant parce que là, il mélange un peu de tout dans les images, quand il montre des belles images, parce que vraiment, mettre Fleabag côte à côte, enfin, mettre Fleabag entre Apocalypse Now et Casino, je sais pas si je l'aurais tenté, mais tant mieux, parce que Fleabag, c'est vraiment super. Je sais pas si ça réinvente quelque chose, en fait. Et d'ailleurs, c'est une série, c'est pas un film. Peu importe. Mais en tout cas, il le fait. Et ça, pour moi, ça témoigne quand même de quelqu'un qui a l'intelligence de ne pas s'arrêter au pur patrimoine et de dire il y a autre chose. Mais il va pas forcément le faire beaucoup en parlant, mais ne serait-ce que dans son montage,
Bah voilà quoi, il met en fait des trucs qui sont cultes de façon populaire, mais qui n'ont pas forcément marqué l'histoire au sens patrimonial, et des trucs qui ont marqué l'histoire au sens patrimonial. Il me reste une question. Pourquoi il n'y a que des vieux films sur cette liste? Pourquoi pas un des 15 000 films incroyables qu'on a eu depuis? Voilà. Et là, du coup, il ouvre la question des vieux films et du patrimoine. Pourquoi pas un de ces films qui nous préviennent qu'il y a quelque chose qui va pas du tout avec un personnage en l'habillant de façon à ce qu'il détonne dans le décor? Pourquoi pas un de ces films qui nous font comprendre que les flashbacks sont terminés en nous rendant la couleur et en nous rendant le format large de l'image moderne? Pourquoi pas un de ces films qui balance la caméra d'un acteur à l'autre pour nous faire des gauches-droites, comme si on regardait un match de tennis? Parce que certes, ils font quelque chose de très très beau ensemble, mais ils sont aussi en train de se battre. Pourquoi pas Little Miss Sunshine, qui nous dit tiens, ce gars il est daltonien, du coup son rêve de devenir pilote, c'est mort. Laissez-moi vous montrer immédiatement ce qu'il a perdu. What happened? It's colorblind. He can't fly. Pourquoi pas Pacific Rim, qui, dans un élan d'inspiration tel qu'on n'en a jamais observé dans toute l'histoire de l'espèce humaine, décide d'associer la fumée et la colère? Et là, j'aime bien cette autodérision. parce qu'il a dit que c'était son film préféré, et que là, il prend un exemple un peu risible de une idée de mise en scène qu'on a vue partout, et qui est aussi dans son film préféré. Et moi, c'est aussi pour ça que je l'aime bien et que je le trouve malin, quand même. C'est que il va complètement admettre que son film préféré a parfois des idées de mise en scène vues et revues. Et en plus, il va pas chercher à nous justifier que des fois, il y a des idées de mise en scène incroyables dans Pacific Rim, parce que c'est le cas aussi. Je mentionnerai le plan où il y a un robot géant qui porte un bateau et qui passe au-dessus d'une petite fille. C'est sublime. Mais voilà, il va pas s'attarder sur ça. Mais la petite blague, elle est là. Et il est là en mode, oui bon, voilà. En fait, j'essaie de caser mon film préf, mais je sais que... un élan d'originalité tel qu'on n'en a jamais vu, MDR. Écoutez, même le commandant il a compris. Il pourrait dire à Eren, oh là là, tu dois tous nous sauver, mais ça a été déjà dit 21 fois, ça aurait pas d'impact. À la place, qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre ce qui est en jeu. How are you? What happened to your face? I have AIDS. Oh. Oh, I'm sorry. Il y a tellement de films qui disent des trucs comme seuls les films peuvent les dire. Can I sit down? Yeah. Parce que le commandant plus tous les réalisateurs potables de la planète ont compris que montrer ça a plus d'impact que dire. Et pourtant, vous avez dû le remarquer quand j'ai scrollé la liste, il n'y a pas un nom qui n'a pas grand minimum 25 ans. Grand minimum. Et donc du coup, ça a un poil changé. On peut aller scroller en comparaison la liste actuelle. Il y a pas mal de trucs qui ont changé. Après, il dit grand minimum 25 ans. C'est vrai qu'il n'y a toujours pas tant de trucs récents. Ils ont quand même rajouté beaucoup de vieux trucs. Il va répondre à sa manière à la question. Le truc le plus récent... Alors Mulholland Drive, je pense qu'il y était déjà, parce que lui, il le met dans sa vidéo, il l'évoque. Il y a quand même... Si, le truc le plus récent, c'est ça, en fait. C'est ça. Portrait de la jeune fille en feu. La traduction est toujours mauvaise parce que Google Translate a capté, mais je pense que 2019, c'est quand même le plus récent. Avec un film de Céline Sciamma. Et pourquoi il est sur la liste ? Je sais pas trop. Ce film est bien, hein. Ce film est super, il est très touchant et tout. Je sais pas ce qui fait comme critère que ça apparaît sur la liste. Les sondages reflètent la séance fulgurante de réalisateurs qui voulaient commencer à carrière au moment du dernier sondage. C'est premier film. Ouais, donc ils sont en mode l'ascension fulgurante
C'est hissé rapidement au panthéon du cinéma d'auteur français. Ouais, identité lesbienne, position politique féministe. Euh, Effectivement, dans le traitement de l'identité féminine, des relations interpersonnages, surtout entre femmes, etc. C'est super intéressant comme cinéma. D'ailleurs, je me souviens que j'avais vu Tomboy un peu par hasard quand j'étais plus jeune. Et sur la question du genre, de la transidentité et tout, c'était hyper en avance sur son temps. Ça parle de l'oppression patriarcale. Il parle du côté post-MeToo du film. C'est vrai qu'en plus, c'est vraiment pas si longtemps après MeToo, donc ça a sûrement été écrit et tourné juste post-MeToo. Parce que MeToo, il me semble que c'est genre 2016-2017, donc voilà. Ok. Pour le coup, je sais pas ce qui a encouragé les votants à mettre ce film-là aussi haut, mais en même temps, je sais pas pour d'autres trucs non plus, parce qu'en fait, ça manque à ma culture aussi, tout simplement. Mais comme celui-là, je le connais, que je l'ai vu, et puis pourquoi aussi haut aussi, parce que c'est 30 sur 250, c'est pas après 200, quoi, tu vois. En plus, il y a des films à égalité, j'avais pas vu. Peut-être que c'est pour ça, c'est que c'est un top 100 avec plein de films à égalité entre eux. Mais voilà, c'est peut-être le truc le plus récent qu'on ait, un film de 2019. On va voir si on trouve d'autres trucs récents, quand même, tant qu'on est là. 2016, Moonlight de Barry Jenkins. Ah ouais? D'accord. Est-ce que c'est pareil? Alors peut-être qu'il y a une méta où les films récents, c'est des films qui sont plus dans des thématiques contemporaines. Parce que là, du coup, on a quand même deux films post-2010 et c'est deux films qui parlent de sujets un peu queer. Parce que il me semble que Moonlight aussi, ça parle d'homosexualité, entre autres choses. Donc peut-être que ça joue. Ah, les glaneurs et la glaneuse, il est dedans. Ok, je suis chaud. C'est très bien. La jetée, c'est très bien. Ok. Écoutez, je vais pas continuer à scroller longtemps, mais si on trouve d'autres trucs récents... Ah, Get Out. Ouais, c'est pareil, hein. Il y a un côté... c'est pour les thématiques, plus. Parce que, en fait, là, les trois films post-2010 qu'on a vus, ils ont pas une mise en scène révolutionnaire. Ils ont une très bonne mise en scène pour leurs propos. Ils ont pas une mise en scène révolutionnaire, mais c'est plus par leurs propos et comment le traitement de leurs propos a marqué qui sont là, je pense. Bon. Ah, ils ont mis Massacre à la tronçonneuse. Ok, ils mettent des films d'horreur maintenant. Les films d'horreur, ça y est, c'est légitime. Incroyable. There Will Be Blood, 2007. La Chim, du Paul Thomas Anderson. Ça, c'est pour le propos pareil sur l'histoire de l'Amérique, je pense. Ok, donc en fait, les films récents, c'est plus tant pour des révolutions de forme, mais plus pour des thématiques. Et aussi les anciens qui rajoutent, enfin les anciens, les plus vieux qui rajoutent, genre Alien ou ce genre de truc, c'est plus bah où la chaîne du Texas a vu le massacre. Massacre à la tronçonneuse. C'est plutôt pour des choses qui étaient marginalisées avant. Parce que du coup, on parlait de cinéma féministe. On parle aussi, en fait, on peut aussi parler de cinéma d'horreur, hein, qui était une culture marginale. Donc, je pense que ça joue aussi. Les autres nationalités, on en a parlé aussi. Donc, ouais, je pense que ça donne un truc peut-être plus exhaustif sur c'est quoi le grand cinéma. Ah bah, il y a un autre Paul Thomas Anderson là. Bon, bref, on retourne à la vidéo. Est-ce que vous êtes en train de me dire que ces 25 dernières années, avec plus de connaissances et plus de moyens que jamais avant dans l'histoire du cinéma, on n'a pas été capable de faire un truc qui mérite d'être dans le top 100 ? Qu'est-ce que c'est que cette liste de vieux cons ? Je pense que la réponse à pourquoi c'est une liste de vieux cons est pas tant dans ce que ces films ont fait, mais dans à quel moment ils l'ont fait.
Citizen Kane, il sort, il ressemble à ça. À un moment où quasi toutes les productions d'Hollywood, elles ressemblent à ça. Cadre, super resserré, le point que sur les acteurs, parce que de toute façon, ils prennent toute la place, et ils font presque tout le travail aussi. Et Citizen Kane qui débarque en disant, les amis, faites des plans larges. Mettez le point sur tout, et vous aurez la place de composer des images qui sont aussi intéressantes à regarder qu'à écouter. City Lights, pareil, c'était pas un film normal, il sort plusieurs années après l'apparition du son au cinéma. C'était le dernier grand baroud d'honneur de Chaplin qui voulait dire, yo, on peut faire des grands films sans dialogue. Ouais, Chaplin disait yo, les gars. Chaplin disait yo, il faisait du rap. Et quel est le film qui a détrôné Citizen Kane à la place de numéro 1 après 50 ans de règne? Jeanne Dillman. Ah non, zut, pas encore, mais ça arrive. Vertigo, Hitchcock. Je vous le dis en avant-première, hein, y a rien de transcendant dans le scénar de Vertigo. Qu'est-ce qu'il y a dans Vertigo? Il y a des plans de fou, il y a des images incroyables. Surtout, il annonce aux États-Unis le début du mouvement le plus important de toute l'histoire du cinéma, la nouvelle vague. C'est le moment où les réalisateurs Ça, c'est un raccourci Mario Kart. Ça, c'est un raccourci Mario Kart parce que, oui, François Truffaut était fan d'Alfred Hitchcock au point qu'ils ont fait un entretien ensemble qui est resté comme un bouquin hyper célèbre qu'il faut avoir lu quand on est cinéphile. Apparemment, je ne l'ai pas lu, on en a parlé à la fac. Mais dire que Alfred Hitchcock annonce la nouvelle vague, je suis pas sûr que ce soit vraiment historiquement accurate. C'est pas qu'il l'annonce, c'est que les gens de la nouvelle vague étaient fans de lui. Mais Alfred Hitchcock, dans la forme et dans son style, il annonce plus Brian De Palma ou Steven Spielberg qu'il annonce François Truffaut ou Jean-Luc Godard. Je suis désolé. En termes de connexion et de ressemblance dans le style, Alfred Hitchcock, c'est une forme qui est devenue hyper classique par la suite, que lui a poussé à une certaine virtuosité. Mais c'est de l'efficacité pure. Les films de Hitchcock, c'est quasiment l'inventeur du suspense, en fait. Alors que dans un film de Truffaut ou de Godard, il n'y a pas vraiment beaucoup de suspense, il n'y a pas vraiment beaucoup de tension dramatique, et la forme, elle n'est pas faite pour être fluide et nous entraîner, elle est au contraire faite pour nous bousculer. Je veux dire, tu regardes un film de Godard, c'est extrêmement déstabilisant et ça te sort du film en permanence. C'est quasiment l'inverse, en fait, en termes d'effets provoqués sur le spectateur. Donc, j'avoue que moi, j'ai du mal avec cette take, parce que au contraire, la nouvelle vague, elle admire des mecs comme Hitchcock, mais elle est là en mode, bon, lui et d'autres ont mis en place ce truc, le classicisme hollywoodien, nous, on va tout casser. Nous, on va tout casser, parce qu'en fait, on va faire autre chose avec ce pouvoir incroyable qu'est de pouvoir filmer des trucs. Donc pour moi, cette approximation-là, elle est vraiment grossière. Et je sais qu'il faut prendre des raccourcis pour raconter une histoire et pour entraîner les gens dans de quoi tu parles, mais là, dire que Alfred Hitchcock annonce la nouvelle vague, c'est un peu trop gros quand même. Voilà. Donc Augustin, je me permets cette critique dans ta vidéo qui, à part ça, est vraiment super et très inspirante. Ça, c'est un peu fort de café. comprennent qu'ils servent à plus que de juste foutre à l'image le script que leur a filé les studios, qui sont des auteurs, qu'on est censé pouvoir reconnaître leur style, leurs pattes dans l'image des films. Et d'ailleurs, c'est impossible de regarder Vertigo sans savoir quel genre de personne est Hitchcock. Et c'est un mec bizarre, d'ailleurs. C'est un mec bizarre, c'est un mec horrible aussi, hein. Il a maltraité des actrices, il était obsédé par les blondes, et toutes ces actrices dans tous ses films, enfin pas toutes, mais une grande majorité ont mal vécu les tournages parce qu'il était maltraitant, tout simplement. Comme beaucoup de réalisateurs perfectionnistes, hein, on pense aussi à Stanley Kubrick sur Shining par exemple. Souvent, quand on dit d'un réalisateur qu'il est perfectionniste ou qu'il est contre le fric, c'est un red flag. Donc attention, c'est un red flag pour les êtres humains qui sont derrière. Voilà. Et soudain, je réalise que ma première théorie n'était pas allée assez loin. C'est pas une liste des films qui sont les meilleurs pour parler visuellement, c'est une liste des films qui étaient tellement bons pour parler visuellement que quand ils sont sortis, ils ont élargi l'horizon de tout le monde. Voilà, et là on arrive en fait à la vraie take intéressante de la vidéo, et de pourquoi je vous parlais de légitimité à parler des films et de relativisme absolu. C'est que
là-dessus, je suis d'accord avec ce qu'il dit du coup, c'est que, euh, ben, en fait, quand tu connais l'histoire du cinéma, quand tu sais de quoi il s'agit, parce que tu as des références, parce que tu as une érudition, parce que tu as travaillé le sujet, euh, tu peux voir un film et te dire ah ça je l'avais jamais vu et pour que moi je l'ai jamais vu faut que ça ait jamais existé. Alors tu peux te tromper. On se trompe tous et du coup je vous avais parlé par exemple du biais occidental et du biais masculin qui fait que on est passé à côté de Jeanne Dillman pendant 50 ans, mais dans l'idée quand tu as une connaissance un peu exhaustive de ce qui se fait parce que tu t'intéresses à ça, tu sais que tel film ça marque la première fois qu'on a fait tel truc, bah t'es beaucoup plus apte à identifier ce qui marque l'histoire, ce qui marquera l'histoire. Euh, et ça veut pas dire que ça rend mauvais ce qu'il ne fait pas. Je veux dire, l'idée c'est pas de dire, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure quand je parlais de Marvel, c'est pas de dire du coup les Marvel c'est des mauvais films. Et c'est pour ça que ça me dérange encore plus que quelqu'un dise c'est pas du cinéma. L'idée c'est plutôt de dire ça n'apporte rien. Rien de nouveau, en fait. C'est pas innovant. Ça n'élargit pas notre horizon. Là, il parle d'élargir les horizons, ça n'élargit pas nos horizons. Je peux prendre un exemple contradictoire dans les grosses productions. Un film comme Everything Everywhere All at Once, des Daniels. Je prêche pour ma paroisse parce que c'est mes réalisateurs préférés ou quasiment. Un film comme Everything Everywhere All at Once, ça élargit des horizons. Ça explore des sujets de nouvelles manières. Ça contient une forme complètement singulière. Alors que c'est pas vraiment le cas. Et je dis pas que Everything Everywhere All at Once, il doit forcément finir sur la liste. Ça, on pourra en débattre un autre jour. En tout cas, ça propose quelque chose. Moi, c'est d'ailleurs souvent ça que j'attends d'un film, c'est qu'on me propose quelque chose, qu'on me montre un truc, que le film il ait un minimum de singularité. Et je trouve, et c'est pas seulement moi, et c'est pour ça que c'est pas une question que d'être subjectif, il y a quand même une espèce de consensus au sein du monde critique pour dire que les blockbusters hollywoodiens, dans leur majorité en ce moment, ne proposent pas grand-chose de nouveau, à quelques exceptions. Et donc ça, pour le coup, c'est pas subjectif, en fait. Quand c'est plein de gens qui ont une connaissance assez exhaustive du cinéma, assez exhaustive de l'histoire du cinéma, qui te disent « ce film n'apporte rien de nouveau », il faut les croire, en fait. Enfin, c'est pas il faut les croire, mais tu peux leur faire confiance, c'est des professionnels, c'est leur métier, ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Donc, c'est là où il y a quand même une forme d'objectivité, toute relative, parce que ça reste des êtres humains, qui se dégage quand même, qui peut se dégager du discours critique, par exemple. Et que si tous les critiques disent ça n'apporte rien, bah voilà. Et ça veut pas dire que c'est un mauvais divertissement, mais c'est des critères différents. Et si tu vas aimer ce film parce que c'est un bon divertissement, mais sois heureux et aime-le. Et personne ne devrait te le reprocher. On ne doit pas dire à quelqu'un tu ne devrais pas aimer ça. Mais il y a une forme quand même d'objectivité. Voilà un critère bien solide, bien objectif pour construire une liste. Maintenant, vous savez quel film a failli dérailler toute ma jolie théorie, là, toute ma jolie vidéo ? Rashomon. Rashomon, l'un des grands chefs-d'œuvre de Kurosawa, qui est censé être le plus grand réel de l'histoire du Japon. Donc j'en attendais beaucoup, j'ai lancé Rashomon et immédiatement j'étais dans la sauce. C'était passionnant, mais l'intérêt principal du film, ça avait très clairement l'air d'être son histoire. Il y a eu un accident dans une forêt, un samouraï a été tué et sa femme a été violée. Et un bandit a été arrêté par les autorités et maintenant il y a un procès, c'est ça l'histoire, c'est le procès. Notez que le bandit a aucun problème à admettre immédiatement qu'il a bel et bien tué le samouraï et bel et bien violé la femme. C'est pas sur ça qu'ils se disputent. On est au Japon au XIe siècle. Les trucs importants, c'est l'honneur et la réputation. Chacun des trois témoins de cette histoire, donc le bandit, la femme et le samouraï assassiné qui parle à travers un médium, chacun raconte une histoire où eux, ils se sont comportés droitement, courageusement et honorablement pendant la rencontre. Rashomon a eu tellement d'impact qu'aujourd'hui encore, à chaque fois qu'il y a un film dont le scénar c'est il s'est passé un crime et tous les témoins racontent un truc différent, on appelle ça un effet Rashomon. Du coup, ça, c'est un truc de scénario. Et The Great Review va remettre en question ça en disant
si ce que le film a de spécial, c'est pas son histoire, le film n'est pas spécial. Si tout ce que le film a de spécial, c'est son histoire, le film n'est pas spécial. Et ben, je suis pas d'accord avec ça. Parce que, effectivement, il va mentionner d'autres choses qui, apparemment, sont associables à Rashomon dans des nouveaux trucs qu'il a apportés au cinéma. C'est peut-être vrai. J'ai pas vérifié moi-même. On en parlera. Il va parler notamment de filmer le soleil. On en reparlera à ce moment-là. Mais ce qui est resté dans la mémoire collective, c'est le scénar de Rashomon, c'est sa structure narrative, c'est sa manière d'aborder la narration. Et en fait, ça, c'est pas anodin cinématographiquement, ça implique notamment beaucoup de choses au niveau du montage. Parce que la narration, au cinéma, ça passe aussi par le montage, et que monter un film comme Rashomon, c'est monter un film de façon non linéaire, non chronologique, puisque tu pars du témoignage des témoins et tu reviens sur l'événement, et tu repars du témoignage de nos témoins et tu reviens sur l'événement en changeant de point de vue, et ça implique énormément de choses d'un point de vue de la réalisation et de la narration. Et en fait, la narration fait partie des critères spécifiques du cinéma, parce que la narration du cinéma, elle n'est pas comme la narration du théâtre. Donc, là, pour moi, il se plante un peu aussi. Il veut absolument chercher un truc qui soit spécifiquement cinématographique, alors que on parle de narration au cinéma. Le montage de Rashomon, il était révolutionnaire en soi. Il n'y a pas besoin de dire en plus c'est la première fois qu'on voit le soleil au cinéma et qu'on voit des scènes dans des sous-bois au cinéma. Même en s'arrêtant à juste la narration de Rashomon, pas le scénario seulement, enfin le scénario et comment il est monté, et on a quelque chose de révolutionnaire. Et voilà, il n'y a pas besoin de... C'était fascinant, mais j'étais déjà beaucoup avancé dans mon visionnage du film et je galérais à trouver des moments où il y avait vraiment besoin de l'image. Il y avait de cool performances de la part des acteurs, mais de fait l'intérêt principal, c'était l'histoire. Et le pire, c'est que les critiques disaient la même chose. Les critiques professionnelles pour la liste du top 100 et tous les gens qui ont fait des vidéos sur Rashomon sur YouTube, ils sont en mode « Ah oui, c'est Kurosawa qui nous parle de l'âme humaine, du Donc voilà, là pour moi il est un peu dans l'erreur, mais vous avez compris ma critique. mensonge, le storytelling, l'écriture, blablabla. » Et j'étais en mode « Mais les potes, vous êtes en train de critiquer un film. Si tout ce qui rend le film remarquable était déjà dans le bouquin, alors le film n'est pas remarquable. » Tout mon monde était en train de s'effondrer. Vraiment, j'ai vu Rashomon, j'étais à deux doigts de delete la vidéo, d'aller streamer Elden Ring. Et puis, j'ai avancé. Je suis à peu près certain que si on compare le bouquin et le film, il y a des trucs qui ne se trouvent que dans le film, parce que le fait de filmer tout ça et le fait de monter tout ça fait qu'il y a des choses qui vont rendre différemment. Et d'ailleurs, le bouquin, lui, n'a pas marqué l'histoire de la littérature. Peut-être d'ailleurs que c'était pas nouveau de raconter une histoire comme ça dans un bouquin. Pour autant, c'est ce film-là qui le fait le premier au cinéma. En tout cas, qui marque les esprits à dire on peut faire comme ça. Et derrière, t'as toute une chier de films, encore jusqu'à récemment, avec le dernier duel de Ridley Scott, qui fonctionnent aussi comme ça, et qui sont dans l'effet Rashomon. Je suis arrivé à la fin du film. Et je vais spoil la fin de Rashomon, mais vraiment, vous avez eu littéralement 70 ans pour le regarder. Ok, tout le monde ment. Tout le monde. Tout le monde donne une histoire où il est la personne courageuse et honorable, et à la fin, il y a un quatrième témoin mystère qui apparaît, c'est le bûcheron qui a tout vu de loin, et on se dit, le bûcheron a aucune raison de mentir, il fait pas partie de l'accident, donc il va nous dire la vérité. Et dans un plot twist de fou, on découvre à la fin que même le bûcheron avait une raison de mentir. Donc la morale, c'est, si t'as pas vu un événement par toi-même, tu sauras jamais à 100% ce qui se passe, parce qu'on ne peut juste pas faire confiance aux êtres humains. Et le problème, c'est que pendant l'histoire, j'avais des gens que je croyais plus que d'autres. Nettement plus que d'autres. De base, déjà, t'es plus tenté de croire la femme qui a rien demandé que le bandit dont tu sais que c'est un tueur et un violeur. Mais surtout, ils ont été filmés de façon à m'influencer. C'est pas la faute de Kurosawa si tout le monde ment. Lui, il adapte le bouquin. Mais c'est la faute de Kurosawa s'il filme le bandit comme ça et la femme comme ça. À ce moment-là, j'ai réalisé que je m'étais fait manipuler. J'ai réalisé que si ça avait été un bouquin, j'aurais été beaucoup plus neutre. Parce que Kurosawa, il a pas filmé ses témoins comme ils sont. Il les a filmés comme je pensais qu'ils étaient. Quand j'ai capté ça, j'ai creusé plus dans l'histoire du film. Bon bah voilà, mais ça devrait suffire en soi. Du coup, c'est un peu ce que je disais, il finit par le dire, mais... voilà, il a même pas parlé de montage, alors que pour moi, c'est peut-être le truc, en fait, qui est ressorti de Rashomon, c'est de
de se dire, pour une fois, on va pas raconter les événements dans l'ordre chronologique ou faire un flashback, on va alterner en permanence tout le film entre les deux. Ce qui est d'ailleurs aussi un peu une forme de truc qu'avait fait Citizen Kane, pour raconter une autre histoire, d'une autre manière. Mais voilà, ce genre de narration, c'est ça qui fait moderne en fait par rapport à cette époque-là, quoi. Un truc aussi dynamique. Et j'ai trouvé des trucs. J'ai trouvé les trucs que je m'attendais à trouver en fait. Ça, c'est la première fois qu'on voit le soleil au cinéma en fait. À l'époque, tout le monde était absolument persuadé que si tu regardais directement le soleil avec la caméra, soit il allait rien se passer, ça allait être tout blanc, soit le film allait prendre feu et t'allais cramer la caméra. Et personne voulait être le mec qui allait devoir expliquer à la production qu'il avait fait cramer une caméra hors de prix parce qu'il avait fait un truc aussi idiot que de regarder le soleil. Mais Kurosawa, il était respecté, c'était le réal, il a dit vous savez quoi, on essaye, et il a eu ça. Et c'est littéralement la première fois que vous voyez directement le soleil dans l'histoire du cinéma. Plus la raison pour laquelle on les voit alors que ça se passe dans un sous-bois où la lumière. J'avais dit que je revenais sur cette histoire de soleil. J'aimerais bien avoir la source de ça, parce que c'est peut-être vrai. Je veux bien te croire mais je ne veux pas te croire sur parole, Augustin, pour ça, parce que je me souviens qu'il y avait eu un drama à un moment donné sur des gens qui disaient oui, The Great Review, faut qu'il cite ses sources et tout. D'ailleurs, on va voir si c'est le cas. Mais en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Pour ce genre de fact, de dire c'est la première fois qu'on voit ça au cinéma et avant ça n'a jamais été vu, alors que au moment où Kurosawa fait ce film, ça fait peut-être 60 ans que le cinéma existe. Je veux bien la source, je veux bien savoir où est-ce que tu as eu cette info, mon frérot. Ça marche pour le reste, mais la plupart des trucs, je le savais. lumière, elle Pour ce truc-là, je filtre à je peine. savais pas. C'est parce qu'ils ont Donc fait je un veux bien système savoir de d'où ça miroir de fou pour balancer la lumière sur le visage des acteurs. Et donc soudain, les gens de l'époque qui avaient jamais vu une scène dans un sous-bois où la lumière filtre, ils disent ah mais attendez, maintenant on peut filmer dans ce genre d'endroit. Encore une fois, évidemment, c'est un film qui a ouvert les horizons de tout le monde. Mais c'est pas ça qui est mis en avant par les critiques. Et donc je me demande si au fur et à mesure des décennies, ils auraient pas un petit peu oublié pourquoi les films sont sur cette liste à la base. Le top 100 par Sight and Sound, il est sorti en 52, hein, la même année où Kurosawa a compris qu'on pouvait filmer le soleil. Il est vraiment, vraiment vieux. Et je me demande si les critiques modernes, 70 piges après, ils sont pas un petit peu en mode « Oh, on me demande les 100 meilleurs films du monde, bah, je suis un pro, j'ai du goût, je vais donner les films que j'aime le plus. » Alors que c'est pas ça la question. La question, elle est froide et objective. C'est en se basant sur ta connaissance de l'histoire du cinéma, qui est censée être extensive parce que t'es un pro, quels sont les... Vous voyez un petit bout de Jeanne Dillman en bas. Do you see it? En se basant sur ta connaissance de l'histoire du cinéma, qui est censée être extensive parce que t'es un pro, quels sont les films qui ont le plus fait avancer l'art? Et là, on retombe sur le film qui est numéro 1, Vertigo. C'est déjà un apport hors du commun d'être le film tête de file aux États-Unis de on doit pouvoir sentir la personnalité du réal dans un film. Mais on peut prendre un exemple encore beaucoup plus basique et beaucoup plus simple de ce que c'est que de faire avancer l'art. Qu'est-ce qui se passe si on recule la caméra mais qu'en même temps on zoome? Pareil, ça c'est ce que la mémoire collective a retenu de qu'est-ce que Vertigo a changé à l'histoire du cinéma. Avant, il a parlé de la nouvelle vague, il a parlé de ces trucs-là, des jolis plans, du fait qu'on sent la personnalité de Hitchcock dans le film. Bon. Les profs de cinéma, quand ils te parlent de Vertigo, ils te parlent de ça, en fait, de ce dont tu vas parler là. Il se passe cet effet étrange où le fond de l'image se rapproche alors que les trucs à l'avant de l'image restent sur place. C'est archi pas naturel visuellement. Dans la vraie vie, ça n'existe pas de voir un endroit où il n'y a que le fond du paysage qui bouge. Et donc, ça met dans le mal. Ça crée une sensation de malaise ou de vertige. Ça s'appelle un dolly zoom. Enfin, un reverse dolly zoom parce que le vrai dolly zoom originel, c'est l'inverse. Tu rapproches la caméra en dézoomant et donc on a l'impression que le fond de l'image se barre. Cette technique, qui est un des trucs les plus saisissants visuellement que tu peux faire avec une caméra et qui a depuis été utilisée dans un demi-milliard de films, elle a été inventée pour Vertigo. Pour faire cette scène. Et celle-là. D'ailleurs, vous voulez voir un truc rigolo? Ok, ce mec fait des clips musicaux sur Minecraft, c'est absolument magnifique. C'est pas un dolly zoom, techniquement, parce qu'il n'y a pas de zoom, mais ça va avoir exactement le même effet sur votre cerveau. La caméra va avancer, le fond de l'image va se rapprocher parce que les torches vont se rapprocher, mais comme... Le fait que pour illustrer la révolution de Vertigo, ils prennent un exemple dans Minecraft, ça me bute. Mais
Mais pourquoi pas? Comme les pierres sur le côté sont absolument toutes les mêmes, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a qu'une partie du décor qui bouge. Et votre cerveau va très moyennement kiffer. Ok, je le mets. Vous l'avez senti normalement, en tout cas sur moi ça marche. Vous imaginez que ce gars s'est dit il y a 70 ans, ok c'est ça que je dois faire avec une image si je veux donner une impression de vertige. Et il a trouvé comment le faire avec le matos qu'il avait dans les années 50. Et encore une fois, les gens qui votent dans cette liste, c'est des professionnels, c'est des réalisateurs, c'est des gens qui ont consacré leur vie à raconter des trucs avec des images. Si un beau jour tu sors un film qui est tellement en avance dans ce qu'il fait, qu'en sortant de la séance ils se disent ah ouais, le truc qui me passionne est devenu encore plus grand, encore plus permissif, on va pouvoir raconter 1000 histoires de 1000 nouvelles façons différentes, évidemment qu'ils se souviennent de toi. Évidemment que 60 ans après, ils te mettent encore en haut de la liste. T'as élargi leur horizon, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à des passionnés. Du coup, sa conclusion est plutôt bonne, je trouve. Et en fait, l'idée derrière, c'est pas de dire que du coup c'est des films qui sont mieux que les autres, au sens il y aurait un bon goût absolu, parce qu'il n'y a pas de bon goût absolu. Au contraire, c'est un peu remettre l'église au milieu du village et dire, quand les gens qui sont spécialistes du sujet te disent tous que le meilleur film du monde c'est Citizen Kane, ou c'est Casablanca, ou c'est Vertigo, ou c'est Jeanne Dielman, ces gens ne te disent pas le bon goût absolu c'est d'aimer ça. Et pourtant, c'est ce qu'on peut avoir tendance à comprendre quand on connaît pas trop la cinéphilie. L'idée, c'est pas de dire que vous devez aimer ces films. Et moi, c'est comme ça, je pense que je le prenais quand j'étais au lycée, parce que j'étais en train de m'initier à la cinéphilie. Il y avait des profs qui étaient en train de me la transmettre. Et en me la transmettant, ils me faisaient comprendre qu'il y avait des trucs qu'il fallait que j'aime, en fait, qu'il fallait que je trouve incroyable. Et moi je pense que c'est ce discours-là en fait le problème. C'est un problème de discours qui méprise certaines cultures par rapport à d'autres. Et d'ailleurs, le fait pour moi que la liste Sight and Sound ait été actualisée, qu'il y ait plus de films dedans, c'est très bien, parce que ça élargit l'horizon des possibles de plusieurs aussi types de cultures. Ça fait un peu moins culture légitime, en mode il y a des cultures légitimes. Et je suis sûr que maintenant que cette liste est élargie, il y a forcément certains films avec lesquels mes profs de cinéma ne seraient pas du tout d'accord. Et donc une liste comme ça peut ressusciter le débat, parce que c'est très pluriel, et que je sais pas si on peut trouver quelqu'un qui s'y connaît dans tous ces types de cinéma différents. Tous les profs de cinéma de France vous parleront de la Nouvelle Vague comme d'un truc incroyable, mais peut-être qu'ils ne vous parleront pas de Les Antilles, les esclaves fugitifs de la liberté. Moi-même je sais pas trop ce que c'est, mais probablement que ça raconte les révoltes d'esclaves à Haïti et dans les Antilles. Bon, en tout cas, pour dire, c'est un autre cinéma. Tout comme les films taïwanais, tout comme des films cubains. Voilà, je peux étendre un peu sur les nationalités. Donc maintenant, cette liste, elle met en avant plus de trucs. Et dans le lot, bah tiens, Mad Max Fury Road, la team. Voilà, ça met en avant aussi de la culture pop contemporaine. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que je pense que c'est nécessaire. Et que si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui commence à s'intéresser au cinéma et qui se demande qu'est-ce qu'il doit regarder et qu'est-ce qu'il faut avoir vu pour être un cinéphile cultivé en cinéphilie, vous pouvez lui montrer cette vidéo, parce que cette vidéo parle de la liste qui est un peu une liste de trucs culture légitime, et en même temps la vidéo vous dit aussi c'est pas l'alpha et l'oméga en fait. Alors, c'est l'alpha et l'oméga des professionnels du métier, mais même là-dedans ça suscite le débat, hein. Ça il le dit pas, mais même là-dedans ça suscite le débat, et
Et comme je vous le dis, moi, j'ai certains profs qui auraient détesté voir, peut-être, je sais pas, Portrait de la jeune fille en feu dans la liste, ou de voir, typiquement, Mad Max Fury Road. Je pense que Mad Max Fury Road, j'ai pas mal de profs qui auraient dit c'est bien mais oubliable, et qui l'auraient jamais vu figurer dans une telle liste. Donc, tant mieux, en fait. Tant mieux. Parce que ça reconnaît d'autres formes. Et donc, la vidéo The Great Review sert surtout à expliquer que le bon goût absolu, certes, n'existe pas, mais tout n'est pas relatif pour autant. Voilà. Le relativisme absolu, c'est le néant de la pensée, et il faut aller un peu plus loin si on veut comprendre quand même qu'il y a des critères qui existent. Il y a des critères de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Des critères de qualité, en fait. Voilà, on regarde la fin de la vidéo qui va ouvrir sur autre chose qui n'est plus notre sujet. Tout dernier truc que j'ai à dire sur cette liste, c'est que j'ai trouvé In the Mood for Love. Coucou maman. Maintenant, je connais un autre art très visuel lui aussi, et qui a souvent besoin de raconter des histoires. Pas toujours, mais souvent. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre un peu de cette magie du cinéma pour la mettre dans le jeu vidéo ? C'est ce qu'on verra la prochaine fois dans la seconde partie de cette vidéo. Qu'est-ce que le jeu vidéo a appris du cinéma ? Qui devrait sortir vite. Non, je vous jure vraiment. Parce que là, vous avez attendu 3 mois, mais la deuxième partie, elle est déjà écrite, elle est déjà tournée. Il me reste que le montage. Ça va aller super vite. Je veux dire, c'est une question de, je sais pas, genre 2... Voilà. N'hésitez pas à réagir à tout ce que je raconte, à tout ce que je déblatère, histoire que le débat continue. En tout cas, voilà, l'idée c'est pas de dire que les cinéphiles ont le bon goût absolu, qu'ils ont raison. Et l'idée c'est pas non plus de dire que tout se vaut. C'est quelque chose d'entre les deux, une réalité plus complexe. Qui dit que Christopher Nolan est un facho. Non, blague. Abort the mission. Non, qui dit... c'est pas... voilà. Peut-être que quand on est plus cinéphile, quand même, en fait, quand notre culture du cinéma est plus exhaustive, on est plus apte à juger de certaines choses, mais ce jugement ne remet pas en question des ressentis. Quel que soit votre film préféré, il n'a pas à changer après avoir vu cette vidéo. Et l'idée, c'est pas de dire c'est pas bien. D'ailleurs, vous remarquerez que ce coquin d'Augustin, je sais plus à quel moment, mais il l'a recalé, recale des images de Pacific Rim quand il parle de un truc objectivement bien. Ce qui est drôle. Mais l'idée, c'est de dire que c'est des choses différentes, en fait. Votre appréciation personnelle est différente de ce qui, objectivement, est marquant dans l'histoire du cinéma. Et c'est OK, en fait. Personne n'a le bon goût absolu, et les cinéphiles qui n'aiment que des chefs-d'œuvre sont des menteurs. Tous les gens très cinéphiles ont des plaisirs coupables, et quelqu'un qui te dit « mon film préféré, c'est Citizen Kane », au-delà d'être un flexeur qui prétend aimer le meilleur film du monde, vous pourrez lui dire « tu n'es pas à jour, le meilleur film du monde maintenant, c'est Jeanne Dielman. Tu n'aimes pas Jeanne Dielman, tu n'es pas un vrai cinéphile, petite merde. » Après, vous lui mettez une petite gifle, et après vous lui dites « ah ouais, tu es cinéphile ? Alors cite-moi tous les films. » Au moins tous les films de cette liste. Voilà. Fin de mon propos. Et à bientôt. À bientôt sur ma chaîne, que ce soit dans des formats courts ou dans des formats comme celui-ci.
Et voilà, merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Comme c'est un peu long, j'imagine que vous l'avez peut-être mis en fond. Ça peut aussi servir de podcast, j'ai pas de problème à ça. Ciao ciao, et à une prochaine.